présente donc Raphaël Gonon-Demoulian. Alors, il a un parcours impressionnant. Je suis un peu allé voir sur LinkedIn. Il est pharmacien, médecin psychiatre et titulaire d'un desk de médecine de la douleur. Alors, est-ce que son intérêt pour les prises en charge non médicamenteuses l'ont conduit à passer de l'autre côté de la barrière? Alors, c'est peut-être une question à lui poser à la fin. En tout cas, il consulte aujourd'hui au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Montpellier. Et il va nous présenter aujourd'hui les conclusions d'un travail de recherche prospective et rétrospective sur la stimulation magnétique transcrânienne sur des patients atteints de fibromyalgie, hein, c'est ça? Tout à fait. Bonjour à tous. Merci à tous les organisateurs de l'ICEPS pour m'avoir convié à pouvoir communiquer sur ce travail. Donc effectivement, c'est un travail que j'ai pu réaliser dans le cadre de ma thèse en médecine et que je continue actuellement dans le cadre de mes fonctions au centre antidouleur. Je vais donc vous présenter, je tiens d'abord à remercier également toute l'équipe du service de stimulation cérébrale de l'hôpital de la Colombière qui prend en charge ces patients depuis au moins 5 ans de fibromyalgie par RTMS et le docteur Jérôme Attal qui est le dirigeant de cette unité. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans le travail que je vais vous présenter. La fibromyalgie, donc, vous le savez, c'est un syndrome douloureux chronique diffus qui est associé à un certain nombre de symptômes, fatigue, sommeil, des troubles de la concentration. La définition a été refaite en 2016 sur l'étendue des douleurs et des scores de sévérité. Il y a énormément de comorbidités psychiatriques qui sont associées à la fibromyalgie, en particulier la dépression, les troubles anxieux, des troubles de personnalité, mais aussi des modifications psychocomportementales, peur du mouvement, catastrophisme, des sentiments d'injustice ont été décrits. C'est un problème de santé publique majeur avec une prévalence relativement élevée de 1%, une invalidité associée très significative et donc des coûts de santé forts. Et les dernières recommandations de 2017 européennes ne montrent pas de traitement vraiment efficace, en particulier dans le champ des traitements médicamenteux, finalement, où quelques antidépresseurs ont été testés, mais les niveaux d'efficacité sont peu probants. Finalement, ce qui ressort, c'est l'éducation du patient, les thérapies physiques comme thérapies pouvant être efficaces. Donc, la RTMS, c'est une thérapie non médicamenteuse relativement innovante qui existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est une stimulation donc, du cortex cérébral par impulsion magnétique que l'on va répéter plusieurs fois à l'aide d'une bobine qui va donc envoyer une stimulation superficielle sur le cortex et activer un certain nombre de neurones. Il y a plusieurs indications de la RTMS aujourd'hui avec un fort niveau de recommandation. Initialement, ces techniques de stimulation sont réalisées en psychiatrie pour le traitement de la dépression. C'est pour ça que les machines étaient toutes dans les services de psychiatrie et donc réservées à cette indication seule. Mais on voit aujourd'hui dans le champ des indications possibles en RTMS le côté vaste, parce que vous voyez, ça représente tous les niveaux de recommandation de grade B ou A. La RTMS peut être utilisée dans les séquelles d'AVC, elle peut être utilisée dans la maladie de Parkinson, elle peut être utilisée dans la fibromyalgie, dans les douleurs neuropathiques. Donc les 3 indications fortes sont la dépression, la douleur neuropathique et les séquelles motrices de post-AVC. En fibromyalgie, elle a montré son intérêt sur un certain nombre d'études randomisées contrôlées sur la qualité de vie, sur la stimulation du cortex moteur et sur l'effet analgésique sur la stimulation du cortex dorsolatéral préfrontal. Alors vous allez me dire comment on peut pouvoir, avec une stimulation magnétique du cortex, réduire ou améliorer la qualité de vie des patients. En fait, parce que le cortex moteur, ce n'est pas forcément intuitif qu'en stimulant le cortex moteur, on va réduire de la douleur. En réalité, l'impact de la stimulation du cortex moteur va intéresser d'autres zones cérébrales. Il y a 40% de l'activation de ce cortex qui va finalement avoir une conséquence motrice et 60% de l'influx de l'impulsion magnétique va en fait aller activer d'autres aires cérébrales. Ça, on a pu le voir par IRM fonctionnel.
et donc va pouvoir activer le cortex prémoteur, le cortex somatosensoriel, le cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur et des noyaux gris centraux. Comme on le voit sur ce schéma, en réalité, ces aires cérébrales ont un rôle dans le contrôle descendant de la douleur, qu'on a vu ce matin dans les différentes présentations où ça a été abordé, en tout cas avec le docteur Gignet, sur le côté contrôle descendant de la douleur. Et la stimulation du cortex moteur participerait à renforcer ce système-là, finalement naturel. Et un certain nombre d'études ont montré que stimuler le cortex moteur va augmenter finalement la sécrétion d'opioïdes endogènes. Donc on va remettre dans la fibromyalgie un des mécanismes potentiels et donc une défaillance du système de contrôle descendant de la douleur. Et donc la RTMS permettrait d'augmenter les sécrétions d'encéphaline qui sont les opioïdes endogènes, mais aussi par la médiation d'autres neurotransmetteurs comme la noradrénaline et la sérotonine qui peuvent être modulés, la dopamine également, le NMDA, donc le rôle avec la kétamine, vous voyez, dans l'aspect antalgique, et le GABA vont être modulés et participer à l'effet antalgique de la RTMS sur le cortex moteur. La limite actuellement des études sur la RTMS en douleur, c'est essentiellement l'hétérogénéité des protocoles. C'est-à-dire que finalement, vous avez vu, il y a différents sites cérébraux qui peuvent être utilisés. En particulier en fibromyalgie, il y en a 2. Donc beaucoup d'études s'éparpillent à faire moteur ou cortex dorsolatéral préfrontal. Il n'y a pas vraiment de codification de la fréquence précise à utiliser. Donc ce qui est recommandé, c'est des fréquences relativement élevées de au moins 10 Hz. Et l'intensité recommandée peut varier en fonction des études. Donc, en général, c'est autour de au minimum 80% de stimulation. Mais vous voyez, il y a des paramètres de ces techniques qui peuvent varier d'une étude à l'autre. Le nombre de séances nécessaires n'est pas non plus codifié. Et la manière de repérer anatomiquement la zone qu'on va stimuler peut différer en fonction des études. Certains utilisent un processus de neuronavigation pour repérer de manière précise le cortex à aller stimuler. D'autres centres, comme le nôtre, utilisent un repérage anatomique à l'aide d'un bonnet et de repérage finalement standardisé. Et donc ça aussi, on peut dire que ça limite ça apporte de l'hétérogénéité dans la manière de contrôler ces essais. Un autre problème en fibromyalgie, c'est ce syndrome est quand même associé à un certain nombre de comorbidités, à la fois somatiques, à la fois psychiatriques, comme je vous l'ai montré, de styles psychocomportementaux associés, de consommation médicamenteuse qui peuvent varier avec des patients qui utilisent beaucoup de morphine. Bref, il y a des profils de patients en fibromyalgie qui sont très variés. Et donc, comment repérer les patients qui seront meilleurs répondeurs ou non à ce type de technique, ça reste aussi une des questions. Donc les objectifs de ce travail sont de démontrer l'intérêt de la RTMS en soins courants, parce que là, il ne s'agit pas d'un essai randomisé contrôlé. Donc c'est une pratique qui se fait depuis 5 ans. Et donc l'idée, c'était de voir dans un soin intégré, est-ce que la RTMS apporte aux patients, et de rechercher les potentiels facteurs prédictifs de la réponse, c'est-à-dire de pouvoir orienter vers tel ou tel profil de patient qui serait meilleur répondeur ou moins bon répondeur. Donc, concernant la méthode, ça fait depuis 2015 que des patients sont suivis par RTMS à l'hôpital La Colombière et donc qui bénéficient du protocole de stimulation, avec des paramètres qui ont été choisis qui sont ceux des premiers articles contrôlés. Donc, dans les recommandations, sur le cortex moteur, avec 10 Hz, 80% du seuil moteur, 2000 impulsions magnétiques par séance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est décrit depuis 2007 et on a gardé le même protocole, il n'a pas été changé. Donc ça, c'est un des points forts. Il y a donc une visite d'inclusion. Les patients sont revus après une cure de 10 séances et ils sont revus à 1 mois, 3 mois et 6 mois pour un protocole complet de 6 mois. Ils ont été évalués, les patients, sur l'échelle numérique de la douleur, donc le fameux score de 0 à 10, une évaluation multimodale à travers un score donc, de sévérité et d'interférence de la douleur, et une échelle de qualité de vie en fibromyalgie, la FIC.
Le critère de jugement principal qu'on a choisi est l'amélioration de la douleur, donc vraiment l'effet analgésique, 30% ou 2 points de baisse de l'EVA douleur. Les critères de jugement secondaire qu'on a choisis sont la diminution de la sévérité et l'amélioration de la qualité de vie. Dans la recherche des facteurs prédictifs de réponse, j'ai cherché les associations, corrélations des différentes données initiales à la réponse, donc à la baisse de l'EVA douleur, et aux différents scores qui ont pu être réalisés de sévérité et de qualité de vie. J'ai aussi mis en place, depuis, donc dans le cadre de mon travail de thèse, une évaluation plus globale des patients intégrant la fatigue, les symptômes de dépression, les comorbidités psychiatriques, les comorbidités de personnalité, et tout ce qu'il s'agissait des modalités psychocomportementales, stratégie de coping, le catastrophisme, la peur du mouvement, entre autres. 34 patients ont bénéficié de la RTMS à l'unité de stimulation, 31 patients ont fait un protocole de cure complet et 14 ont fait donc les 6 mois de traitement. 3 patients ont arrêté pour des effets indésirables. Ce qu'on obtient comme réponse, si on s'en tient à notre critère de jugement, puisqu'on l'a vu ce matin sur les différentes études, voilà, on est resté sur du quantitatif pour s'il s'agissait d'évaluer ces résultats. Il y a 61% des patients qui ont obtenu un bénéfice à la fin de 10 séances, donc à la fin d'une semaine de traitement. 71% des patients ont obtenu un bénéfice à la fin des 6 mois, mais ça concerne les 14 qui ont fait le protocole complet. Si on prend l'ensemble des patients en intention de traiter, on a 34% des patients qui ont obtenu un bénéfice. Sur les critères secondaires, en fin de cure, donc après 10 séances de RTMS sur le cortex moteur, on a en moyenne 2,2 points de baisse de l'EVA douleur. Et concernant les échelles, vous voyez, de qualité de vie, on a une baisse de 30% sur l'interférence au score de BPI et de 20% sur la qualité de vie de la fibromyalgie. Donc des résultats qui sont relativement intéressants, surtout après seulement 10 séances. Sur l'entretien, on a des scores qui sont aussi très élevés, mais à pondérer du fait des perdus de vue, parce que c'est les patients qui ont fait quand même les 6 mois de traitement. Donc si on prend les scores moyens, l'EVA douleur, vous voyez, initial des 34 patients était autour de 6,5, et après, donc à V1, après 10 séances de RTMS du cortex moteur, la moyenne est de 4,37. L'effet a l'air de se maintenir pour ceux qui poursuivent le traitement jusqu'aux 6 mois. Pareil pour la qualité de vie, avec une amélioration qui continue pour le coup de progresser au fur et à mesure des séances. Concernant les facteurs prédictifs potentiels de réponse, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu trouver que les patients qui conservaient une activité professionnelle en cours au moment du traitement étaient des meilleurs répondeurs. Et sur la partie prospective, donc uniquement 7 patients, la partie prospective, c'est 7 patients, c'est à partir du moment où j'ai commencé à augmenter les évaluations, on retrouve quelque chose d'assez contre-intuitif, c'est que les patients qui acceptent moins leur douleur, qui sont moins résilients, répondaient mieux. On discutera ça tout à l'heure. Sur l'aspect d'autres éléments qui ont pu être corrélés à des baisses importantes des questionnaires, il en ressort que les patients sous traitement morphinique diminuent moins leur score de sévérité et de qualité de vie, que les patients de sexe masculin diminuent moins leur score de qualité de vie, que les patients sous antidépresseurs diminuent plus augmentent leur qualité de vie avec le traitement par RTMS. Et sur l'ensemble des scores, la non-acceptation de la pathologie douloureuse chronique est associée à de meilleures réponses. Le sentiment d'injustice élevé est aussi associé à une meilleure réponse. On le discutera tout par la suite. Les données à 6 mois, je n'ai pas assez de patients pour pouvoir vraiment dire que c'est quelque chose de pertinent. Donc, ce travail, il permet quand même de confirmer l'intérêt analgésique qui est déjà démontré par les essais randomisés contrôlés et sur la qualité de vie de la RTMS. Peut-être plus discutable en entretien avec quand même une moitié des patients qui n'ont pas fait le protocole jusqu'à 6 mois.
Les réponses sont quand même en fin de cure, donc 10 séances de 61%. Si on compare sur le même critère de jugement, on est supérieur à l'ensemble des stratégies thérapeutiques dans les différentes études où j'ai pu faire un petit peu la revue de littérature. On est supérieur aux médicaments, on est supérieur à la thérapie cognitivo-comportementale et supérieur à l'exercice physique dans l'amélioration de l'intensité douloureuse. Avec un effet aussi plus rapide, parce que 10 séances, ça correspond à 1 semaine de traitement. La tolérance est plutôt bonne, on n'a pas eu d'effet indésirable majeur. Un patient est sorti pour fatigue excessive, 2 patients sont sortis pour fatigue excessive et un parce qu'il n'avait pas vu d'effet bénéfique avant la fin de la cure. Par rapport aux autres traitements, on voit qu'on est inférieur dans les risques d'arrêt pour effet indésirable. Concernant la recherche des facteurs prédictifs de réponse, donc, le travail, facteur prédictif de réponse potentielle, en tout cas, on le sait, en douleur chronique, le fait que le sujet continue une activité professionnelle est plutôt un bon pronostic versus les patients en invalidité. Ça correspondait dans nos patients à des sous-groupes moins sévères aussi de fibromyalgie. Intéressant de voir que les morphiniques pourraient être des facteurs de moins bonne réponse parce que ça viendrait peut-être confirmer le mécanisme de la RTMS, c'est-à-dire la RTMS favorisant potentiellement les sécrétions d'opioïdes endogènes, le fait d'avoir des opioïdes que l'on prendrait péros en plus viendrait finalement réduire l'intérêt et l'efficacité de la RTMS. Intéressant aussi de voir que les patients qui avaient des sévérités initiales et qui avaient une fibromyalgie qui évoluait depuis longtemps, finalement étaient tout aussi bons répondeurs que ceux qui avaient une fibromyalgie depuis 1 ou 2 ans. Par rapport à certaines perspectives où on a des patients qui évoluent depuis très longtemps, qui ont échappé à de nombreux traitements, qui ont fait plusieurs centres antidouleurs, finalement, ils ne sont pas à exclure de ces propositions thérapeutiques. Sur la question de l'acceptation de l'injustice, qui est finalement inversement corrélée à une meilleure réponse, certaines pistes dans la littérature montrent que la RTMS peut infléchir finalement une rigidité cognitive. En tout cas, c'est utilisé, on commence à voir qu'il y a dans des tests neuropsychologiques une inflexion de la rigidité cognitive et donc une amélioration de la flexibilité cognitive. Il ne faut pas non plus négliger l'effet de l'équipe infirmière de notre service qui, du coup, a à cœur de bien prendre en charge les patients fibromyalgiques. Ils ont d'habitude plus des patients dépressifs. Donc finalement, cette filière de patients fait qu'ils sont très coucounés, c'est des séances tous les jours, donc ça vient aussi impacter ces dimensions-là et on ne peut pas l'ignorer. La question de la place de la personnalité dans l'efficacité de la RTMS, très peu de littérature dessus. En tout cas, on a vu que des patients avec un haut niveau d'introversion étaient des meilleurs répondeurs. Donc l'effort, c'est que c'est le même protocole depuis 2015, que l'échantillon de 34 patients, en fait, par rapport à ce qui est publié dans la littérature, c'est relativement intéressant. Le critère de jugement est consensuel, ce qui nous permet de le comparer avec les autres stratégies, et en particulier les médicaments. Mais on l'a vu ce matin, le critère de jugement unique, ce n'est pas forcément toujours pertinent. Et alors, en douleur chronique, utiliser que le V à douleur, ça pose question. C'est pour ça qu'il y a les critères secondaires, la qualité de vie en particulier. Le biais de sélection de patients qui, en général, sont plus graves, puisqu'ils sont déjà arrivés à plusieurs stratégies avant d'arriver à la RTMS, qu'il y avait quelques données manquantes à certaines visites, donc ça, on peut dire qu'il y a aussi un biais. Et ne pas négliger ce qui s'appelle l'effet Hawthorne, c'est-à-dire un effet où le patient sait qu'il fait partie d'un protocole de recherche, et donc ça influence au niveau de l'EVA qui a été recueilli par nos infirmières, ça peut influencer le recueil avec un effet Hawthorne positif. J'améliore parce qu'on s'attend à ce que je réponde moins fort. Dans la partie prospective, c'est assez original, il n'y a pas de papier qui évalue les facteurs prédictifs de réponse de la RTMS. J'ai utilisé des échelles multidimensionnelles validées. Le fait que ça soit prospectif limite le biais de mémorisation. Après, on avait un petit échantillon et le Covid nous a beaucoup ralenti dans le recrutement. L'association et la corrélation, bien sûr, n'est pas forcément associée à une causalité. Pour conclure, la stimulation magnétique transcrânienne dans la fibromyalgie a une efficacité analgésique qui a été démontrée par d'autres essais et une efficacité sur la qualité de vie.
Elle est intéressante parce que la tolérance est globalement bonne. Les seuls risques sont l'augmentation de la fatigue pendant les séances, un risque minime de risque épileptique, mais qui est écarté finalement en écartant la population à risque. Les chantiers sont l'homogénéisation des protocoles, le fait que la RTMS doit s'intégrer dans un projet global de soins. On parlait de synergie ce matin. Je pense que le fait que les patients aient de l'éducation thérapeutique, voilà, que ça ne doit pas être une technique isolée dans la prise en charge du patient fibromyalgique. Et après, tout l'aspect des facteurs prédictifs, pouvoir proposer aux patients des traitements à la carte. Voilà, on voit que les patients sous morphinique, les patients qui ont une activité professionnelle sont peut-être des meilleurs répondeurs. La place de la résilience dans la réponse en général aux thérapeutiques pose question. En tout cas, il conviendra de mieux définir les profils de sujets cibles à la RTMS, mais en général en douleur chronique aux stratégies non médicamenteuses qu'on peut proposer. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous laisse mon email si vous aviez des questions. Enfin, il va y en avoir là, j'imagine, mais s'il y avait des questions sur le sujet qui venaient par la suite. Et un bon e-congrès à tout le monde. Merci Raphaël pour cette présentation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du big data pour justement arriver à screener en fait, les bons patients pour les bons protocoles, pour les bonnes méthodes thérapeutiques? Alors l'utilisation des données à large échelle, bon, se pose la question de la sécurité après des données. Je pense qu'effectivement, on doit au mieux évaluer, en tout cas dans les centres antidouleurs, les profils de patients, l'utilisation du big data à proprement parler, afin d'orienter les patients vers telle ou telle stratégie non médicamenteuse. Honnêtement, à l'heure actuelle, enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par big data exactement. Mais parce que vous parliez de profils psychologiques, oui. Donc c'est assez intéressant. Et après, il peut y avoir aussi des profils, on va dire, une écologie microbienne particulière au niveau de l'intestin, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. C'est de faire les recoupements. Et tout à fait, d'essayer d'arriver à déterminer, on parle parfois de omics, c'est-à-dire de déterminer tant sur le plan, on va dire, des génétique du microbiote intestinal que on va dire de la personnalité de la patiente ou du patient. Est-ce que ça, on y vient? Est-ce que cette médecine personnalisée commence à être intégrée au protocole de recherche? Est-ce que dans votre revue de la littérature sur le sujet de la RTMS, est-ce que vous avez vu passer des choses sur ce sujet? Alors, sur le sujet, très peu. Facteur prédictif est donc d'évaluer finalement les profils en ayant une cartographie de data un peu large du patient pour dire j'ai sélectionné tel ou tel patient pour telle ou telle stratégie. Nous sommes coincés encore dans la définition purement nosographique d'un trouble afin de proposer une stratégie associée au traitement et à la prise en charge de ce trouble. Et donc la fibromyalgie déjà qui a donc une définition très claire par l'Académie de rhumatologie américaine, c'est le critère finalement de définition unique pour dire je teste telle ou telle stratégie. Effectivement, c'est perfectible parce qu'on voit toutes les comorbidités qui sont associées et qui ne sont pas prises en compte à l'heure actuelle. Je pense qu'elles devraient être prises en compte. Je pense qu'effectivement, une évaluation poussée telle qu'on le fait en centre antidouleur, parce que finalement, avant de proposer des choses, on reçoit les patients en consultation, on fait des hospitalisations de jour, il y a des hospitalisations de semaine qu'on propose aussi à Montpellier. Donc on va en quelque part à la fois accompagner sur le plan psychologique, humain, une prise en charge globale du patient, mais on va aussi en profiter pour faire une évaluation assez précise justement des comorbidités, de la dépression, de l'aspect anxiété, de l'aspect personnalité. Et je pense qu'à terme, c'est ce qui va nous permettre d'orienter les soins, d'orienter et d'amener le patient aussi avec le patient sur le pourquoi de tel soin avec tel profil. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, plusieurs questions. Alors, les effets indésirables, vous en avez brièvement parlé. Alors, l'épilepsie Alors, les effets indésirables, il y a effectivement un risque pendant les séances de crise épileptique qui est relativement rare, qui, je crois, est autour de 1 pour 1000 dans ce qui est décrit dans la littérature.
En réalité, au centre de stimulation, sur l'ensemble des patients, parce que là je parle des 34 patients qui ont été pris en charge pour la fibromyalgie, mais il faut savoir que l'appareil est utilisé depuis 2008, je crois, pour la dépression. Donc il y a beaucoup plus de patients qui ont bénéficié de la RTMS. Le risque, ça n'est jamais arrivé. Et l'important, c'est de chercher les facteurs de risque avant. Et donc, si on élimine les patients qui ont déjà fait une crise d'épilepsie ou qui sont sous traitement épileptique et qui n'ont une épilepsie mal contrôlée, si vous voulez, il y aura pas de, ce risque est relativement rare. Globalement, c'est bien toléré. Migraine éventuellement pendant les séances, augmentation de la fatigue. Il n'y a pas d'effet négatif à long terme. Il n'y a rien qui a été décrit sur les 15 ans d'expérience de RTMS sur les effets à long terme. Voilà, je ne sais pas quel était, s'il y avait d'autres. Donc sur les risques, voilà, donc ils sont c'est ceux-là. Alors il y a d'autres questions. Une question, alors un commentaire qui dit bravo pour le travail. Hein, il faut avec une question quand même sur le recul de la durabilité des effets de la RTMS. Est-ce que ça perdure aussi Alors, c'est un des challenges à l'avenir. Ça va être de pouvoir un petit peu mieux, parce que je parlais des protocoles, mieux organiser ces protocoles. Les protocoles actuellement en douleur sont ceux qui étaient faits en dépression. Et en dépression, on espace les séances. Et à la fin du protocole, finalement, l'épisode dépressif est considéré comme guéri et donc arrêt du traitement et il n'y a plus de séance d'entretien. Pour ce qui concerne la douleur chronique, il apparaît quand même un effet rémanent qui s'explique par une modification finalement de l'excitabilité corticale liée à la stimulation. Et donc cet effet a l'air de perdurer, quand ça fonctionne bien sûr, a l'air de perdurer dans le temps. Après, certains centres continuent à faire des séances tous les 4-5 mois. D'autres patients arrêtent totalement et ont une amélioration durable. Je pense qu'il y a des choses qui se jouent aussi dans tout n'est pas lié à la technique, dans ce que ça a pu provoquer dans l'amélioration de la qualité de vie et donc ce que le patient a pu se ressaisir de choses de sa vie. Il se remet en mouvement aussi, donc on remet les patients dans un cercle vertueux. Et donc l'effet à long terme, il est aussi lié à ça. C'est-à-dire la remise dans un cercle vertueux et cet accompagnement global, c'est pour ça que je pense que c'est très important de dire que ça doit être quelque chose de synergie, va augmenter le risque d'effets à long terme aussi. Très bien. Alors juste pour revenir sur les perdus de vue, c'était lié à une absence d'efficacité ou qu'est-ce qu'on a Oui, pu... essentiellement. Ouais, essentiellement. Voilà, la moitié des patients. Alors, il y a des patients aussi qui venaient de loin. Donc, ces patients-là, il y en a certains qui ont même arrêté alors que ça fonctionnait. Il y en a certains qui ont déménagé. Bon, comme toute étude rétrospective, voilà. Les autres patients n'ont juste pas eu de bénéfice. Donc, après les 10 séances, en réalité, on évalue si oui ou non il y a un bénéfice. Donc, après une semaine de stimulation, s'il y a un bénéfice, on leur propose de continuer des séances en entretien qui s'espacent. Et s'il n'y a pas de bénéfice, on les revoit à 1 mois pour les patients qui ont des bénéfices à distance, si vous voulez. Et donc, s'il y a un bénéfice à distance, on leur propose quand même les séances d'entretien. S'il n'y a pas de bénéfice non plus à 1 mois, ils arrêtaient le protocole. Et donc, ça correspond à cette moitié de patients à peu près qui n'ont pas continué. Très bien. Alors, le temps imparti est presque terminé. Peut-être une rapide dernière question, un ou une internaute qui s'intéresse au yoga en alternative pour les patients épileptiques. Est-ce qu'on en sait quelque chose de l'efficacité du yoga sur ces patients-là ? Je n'ai pas forcément de recul pour répondre à cette question. Néanmoins, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on sait que les patients épileptiques, en réalité, s'ils ont un traitement qui contrôle la maladie, peuvent bénéficier de la RTMS. Et vous savez, toutes les limites qu'il y a, à partir du moment où une technique n'est pas complètement validée, à l'heure actuelle, on préfère ne pas le proposer aux patients épileptiques. Donc après, effectivement, toutes les autres techniques psychocorporelles qui font partie d'une prise en charge globale. Mais en fait, quand on parle yoga, voilà, pour moi, c'est une bonne approche
mais encore faut-il qu'elle soit mise dans une globalité du patient douloureux chronique. Et donc, il paraît important que le pilier, ce soit la psychoéducation, qui est le pilier de la prise en charge de ces patients. Si on les ne les aide pas à reprendre le mouvement, si on ne fait pas une psychoéducation adéquate autour d'une prise en charge non médicamenteuse, ça réduira probablement l'efficacité de la thérapie proposée. Ok. Aujourd'hui, en tant que médecin généraliste, est-ce que je peux prescrire de la RTMS à un patient ou est-ce que c'est juste dans le cadre d'un protocole de recherche la colombière? Aujourd'hui, on le fait en soins courants. Okay. C'est-à-dire, je parle recherche parce que ce n'est pas validé, mais en réalité, à l'unité de stimulation, on a la machine depuis donc 12 ans et la stimulation se fait en pratique courante. C'est le médecin de la douleur pardon, qui flèche, hein? C'est ça, c'est le médecin algologue. En général, en fait, on reçoit les patients en algologie. On évalue s'il n'y a pas de contre-indication et à partir de là, c'est un partenariat avec le service de la Colombière que nous avons et donc qui nous laisse pouvoir utiliser cette machine pour les indications d'algologie. En ambulatoire? En ambulatoire. C'est pris en charge? C'est pris en charge. Okay. Très bien, bon, je pense que on va passer à la suite et donc merci encore pour cette belle présentation. Je vous en prie et merci encore pour m'avoir reçu.